Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on a un petit délai, donc je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour à ceux qui sont connectés. Merci de participer à ce webinaire. Je suis Emmanuel Grelot, je suis le fondateur et président d'Easylis, et nous avons rejoint le groupe MAPAL, je vous en parlerai. Et je suis accompagné de Vincent pour Bonjour. ce mini-webinaire. Voilà, bonjour tout le monde. On va se donner encore quelques petites secondes tant que tout le monde se connecte. Et on a une demi-heure ensemble. L'objectif étant de pouvoir passer un peu de temps pour nous. Alors, je vais vous présenter rapidement, mais ce n'est pas l'objet principal du webinaire. On présentait Easylis et Mapal, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est surtout de laisser la parole à Vincent pour pouvoir faire un retour sur l'année 2021, sur son activité, présenter son activité aussi. Et puis, donc, retour sur l'année 2021, et puis les projets 2022, voilà, les perspectives. On est dans une période particulière, ça fait 2 ans que ça dure et ça continue, et surtout côté sur le secteur de la restauration, avec des arrêts, des reprises fortes, des reprises plus ou moins fortes. Donc, ce serait intéressant de pouvoir avoir le retour de Vincent sur son activité. Donc voilà, je vais démarrer. Je pense que tout le monde est maintenant bien connecté. Alors, avant de laisser la parole à Vincent, comme je disais, donc je suis Emmanuel Grelot. Je suis ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Ce que nous faisons, donc nous faisons partie du groupe MAPAL. Notre métier, en quelques mots, c'est de développer des logiciels de gestion pour la restauration, et en particulier des logiciels de gestion back-office. En France, vous nous connaissez sans doute sous le nom d'Easylis, solution qui est utilisée chez Pure, etc. Et donc, la partie gestion Easylis, gestion du coût matière, les achats, l'approvisionnement, les stocks, l'inventaire, la carte, la production aussi, toute la partie labo, production, développée par Easylis. Et puis, donc, nous avons rejoint cet été la partie, le groupe MAPAL, qui a développé aussi des solutions de gestion pour la restauration, plutôt tournées côté personnel, qui sont des fonctionnalités que nous n'avions pas dans Easylis. Donc, tout ce qui est gestion du planning personnel, pointage, optimisation des équipes au sens planning, et c'est pas toujours facile de pouvoir affecter les ressources au bon moment, au bon endroit, avec toutes les contraintes RH. Toute la partie gestion de la formation aussi, formation du personnel opérationnel, un outil, des fonctions fortes chez Mapal, avec un outil de formation et également du contenu de formation. Et puis, des outils de tout ce qui est suivi de la e-réputation, comme on l'appelle en mauvais français, donc tout ce qui est avis Internet, avec une solution qui s'appelle Reputation, qui permet d'avoir le retour des avis consommateurs sur les sites Internet, et de pouvoir gérer les réponses. Toute la partie également contrôle sanitaire avec l'outil compliance, contrôle nettoyage, et puis réconciliation de caisses et analyse de vente avec la partie analytics. Donc voilà, notre métier à Mapal, c'est d'aider les restaurateurs et de fournir des solutions de gestion sur toutes leurs problématiques de gestion des coûts. Voilà en quelques mots pour notre présentation. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent, qui va pouvoir effectivement nous présenter un peu ton activité, Vincent, si tu veux bien, parce que je pense que tout le monde ne te connaît pas forcément. Et puis ensuite, faire un retour sur l'année 2021. Et puis, je me permettrai de poser des questions et puis voilà, te relancer si besoin était. Oui. Voilà. Merci Manuel, merci à Isélis pour l'invitation, enfin Mapal Isélis. Voilà, Vincent Viau, donc moi je suis le cofondateur de l'enseigne Pure, etc. Avec mon associé Héloïse Chalvignac. On est une petite enseigne de restauration, voire d'alimentation, puisqu'on commence à se diversifier. J'y reviendrai dans les projets qu'on a fait depuis quelques mois. Voilà, donc on a 10 ans, on a créé notre marque la marque Pure, etc. en janvier 2011. Et donc, bon, notre humble raison d'être chez Pure, etc., c'est de changer le monde à coups de fourchette. Voilà, on est très engagé sur les aspects sociétaux et environnementaux chez nous depuis l'origine. À travers cette raison d'être qui est de changer le monde à coups de fourchette. Et aussi nos valeurs qui sont le bon goût, le bon sens, le bon cœur. Je ne vais pas rentrer dans un détail, mais juste pour préciser voilà, comment on essaie de changer ce monde à coups de fourchette, parce que voilà,
on a pris conscience en fait que l'alimentation, puisqu'elle est, voilà, on mange ce qu'on produit, notamment avec l'agriculture, a un énorme impact sur l'environnement et malheureusement de nos jours un impact très très négatif sur toute sa chaîne de valeur, hein, voilà, avec la production des aliments, mais après aussi d'ailleurs, Isis a des solutions pour ça, le traitement des déchets, etc. derrière. Voilà, un gros impact. Et nous, on essaie de sortir des statu quo, de proposer des solutions à nos clients. Donc, bon, ça passe par tout ce qu'on vend et produit par notre cuisine chez nous. Pas de produits industriels, on est 100% bio. On a des gros engagements sur le zéro déchet. Notamment, on a fait partie des premières enseignes à mettre en place la consigne en 2012 pour la vente à emporter, la livraison et même sur place, tout ça. On travaille des produits équitables quand ils viennent de plus loin. Voilà. Et on a aussi une grosse carte à tendance végétale. 80% de nos produits qu'on vend sont aujourd'hui non carnés. Voilà. Donc, c'est des gros engagements chez nous. Et voilà, on a donc une dizaine de restaurants. Et puis, on commence à une cuisine artisanale centrale, comme je l'expliquais, qui produit pour nos restaurants. Donc, nous aussi, utilisation des hélices. Et là, on commence à aller vers des nouveaux créneaux. Donc, ça fera le lien avec la suite pour notamment vendre nos produits en grande surface spécialisée, bio notamment, et puis aussi vers la petite enfance. Voilà, peut-être question, Vincent. Du coup, vous étiez en avance sur le fait qui est une tendance aujourd'hui, enfin plus qu'une tendance, qui est une norme, voire même une loi, la suppression des emballages uniques. Pour le coup, la partie consigne, c'est quelque chose que vous aviez déjà mis dès l'origine de la création de la société. Ouais. Tout à l'origine, en 2010-2011, on avait une alternative en fait pour nos clients. Ils pouvaient acheter une consigne et nous la remplissait. C'était un top en plastique en fait. Et puis après, en 2012, on a vraiment décidé d'aller plus loin et on a mis en place les bocaux en verre, où là, les clients, ils n'avaient plus le choix, ils achetaient dans le bocal en verre. C'était uniquement les plats et les desserts. Donc ça a plutôt bien fonctionné en 2012. Et après, en 2017-2018, on a décidé d'arrêter tout ce qui était aussi les gobelets. Donc toutes nos boissons sont aussi passées en bocaux consignés. Donc maintenant, quand nos clients achètent des jus frais, des cafés, ils sont dans des bocaux emportés. Ils peuvent les ramener, c'est consigné, etc. Voilà. Et en parallèle de ça, on a aussi dès 2018 éradiqué tout ce qui était jetable et couvert. Donc pareil, en proposant des alternatives payantes à nos clients qui ont en fait en général avaient leur propre solution. Et on a arrêté les pailles et tout ça, quoi. Voilà. Donc on essaie vraiment d'être le plus zéro déchet. On a aussi des gros engagements sur le traitement de nos déchets avec du compost, etc. Ce qui veut dire aussi, dès le début, la mise en place de la gestion du retour de la consigne, parce que c'est beaucoup, il faut les nettoyer, il faut les remettre dans le circuit. Ouais. On voit ça chez certains de nos clients où c'est nouveau. Je pense notamment dans le collectif où on commence à réfléchir à la suppression du conditionnement unique, enfin jetable, pardon, et qui amène plein de problématiques. Donc ça, c'est tout un process que vous avez mis en place dès le début aussi. Ouais. Depuis 2012, c'est ça. Et donc clairement, c'est un bien pour la planète et tout ça, mais aujourd'hui, c'est plus un coût, quoi. C'est un vrai coût et c'est une vraie organisation. On est d'ailleurs face à des problématiques où les logisticiens ne savent plus faire. C'est-à-dire qu'on leur demande de récupérer des choses en même temps qu'ils déposent, ils savent plus faire. Il faut qu'ils renvoient un autre camion en plus. Bon, ça commence à bouger, mais on est encore face des fois à des problématiques comme ça. Et puis après aussi tout le système, même informatique. Il y a des sujets avec vous. C'est comment on gère ça. Voilà, on n'a pas l'habitude et donc c'est en train de bouger et on le voit d'ailleurs même sur des grosses enseignes là qui sont bien plus grosses que nous, notamment sur la partie GMS et GSS où ils commencent aussi eux à bouger et donc ça c'est une bonne nouvelle puisque si eux bougent, tout le monde va bouger. Voilà, ça c'est plutôt bien. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, si on fait un petit rétro sur 2021, après 2020, on va peut-être oublier, mais quelle est ton analyse un peu, voilà, si on arrive à la fin de l'année, ce qui a marché, pas marché, ou les succès, les difficultés, ce que tu peux partager? 2021 était aussi compliqué, alors je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour nous, c'est clairement ça. Déjà voilà, jusqu'à mai-juin, on était en semi-confinement, alors voilà, avec vente à emporter, livraison, mais qui compensait clairement pas l'activité. Nous, on est quand même une restauration qui était plutôt du service à table, du sur place. Ça faisait 70% de notre activité. Heureusement, on avait déjà d'à côté, mais voilà, ça n'a pas compensé. Donc voilà, début d'année difficile. On s'est à la reprise nous beaucoup concentré sur effectivement relancer les restaurants cet été.
et puis à la rentrée. Donc ça commençait à remonter pas mal en puissance quand même. Et bon, fin d'année, en demi-teinte avec les nouvelles mesures qui sont en train de tomber petit à petit. Bon, nous en plus, on est pas mal strasbourgeois, donc on a le marché de Noël à Strasbourg qui était censé être forcément important. Et puis là, pareil, petite restriction de plus en plus importante, qui sont en train de freiner toute l'activité, pas le droit de manger dehors, machin. Donc voilà, donc l'année est sur la partie restauration pas simple, effectivement moins pire que 2020. Par contre, nous, on a travaillé pour se diversifier et donc ça, c'est des choses beaucoup plus positives sur d'autres aspects, comme par exemple aller commercialiser nos produits, nos bocaux dans des magasins en grande surface spécialisés, qui est un nouveau secteur d'activité pour nous. Et là, pour le coup, qui est en train de se développer. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Alors, on n'est qu'au début, clairement. On a aussi commencé donc à répondre à un premier client livré des crèches. Donc plutôt des crèches privées. Donc on est entre de la commerciale et de la cuisine commerciale et en même temps collective, parce que il y a quand même des grosses demandes sur ce côté. Livrer des clients, des enfants, manger bio, zéro déchet, végétal aussi, en tout cas végétarien le plus possible. Donc il y a de la tendance, il y a de la demande. Et puis quand même, mine de rien, notre activité qui était un petit peu historique, mais qu'on a retravaillé pendant le Covid et qui a bien repris jusqu'à maintenant, c'était la partie traiteur événementiel. On a un pôle qui s'occupe un peu de ça. Et belle reprise d'activité cet été et cet automne, clairement. Les entreprises, je pense, voulaient rattraper, les entreprises et d'ailleurs les particuliers, on fait les deux, avaient ralenti tout ça pendant toutes ces périodes de confinement et donc là, se sont lâchés. Bon, maintenant, ça va remarquer un petit coup d'arrêt, clairement, fin d'année et début d'année, mais en tout cas, ça, c'était assez intéressant pour nous. Et donc, voilà, donc une année vraiment avec des polarités complètement différentes en fonction des activités. Et bon, quand même beaucoup de travail, je pense que ça doit être pareil partout. Mais ça nous fait nous remettre en question, aller chercher des choses qu'on n'avait pas avant, arrêter des choses qu'on faisait. Et c'est beaucoup de travail de transformation. Et peut-être un dernier mot sur le bilan de 2021. Nous, on a entamé une transformation aussi à l'intérieur de notre société. On est en train de passer en coopérative, au statut juridique un peu différent. Notre souhait, c'est vraiment c'est un statut donc des SIC, donc des coopératives d'intérêt collectif, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc l'idée, c'est d'avoir du multipartisme, donc de faire rentrer dans notre capital toutes sortes de coopérateurs qui peuvent être des clients, des producteurs, des partenaires, des fournisseurs, des collectivités. Donc ça, c'est quand même une petite transformation sur la forme. Et sur le fond, on a aussi entamé une grosse transformation managériale et organisationnelle, puisqu'on est passé sur un système de gouvernance partagée à autorité distribuée, collaborative, et donc ce qui s'appelle l'holacratie, qui est très peu connu en France, et qui est un système qui permet de distribuer l'autorité au sein de notre société sous forme de rôle. Et donc, c'est assez intéressant, c'est très prometteur, mais ça vous demande beaucoup de travail. Mais l'idée, c'est vraiment derrière de responsabiliser, d'autonomiser, de libérer la prise d'initiative dans l'entreprise pour mener tous les projets de fond et mener à bien notre raison d'être. D'accord, le classique, effectivement, pas très connu. Dans le monde de la tech, c'est un peu plus connu. Les startups, effectivement, logiciels. Nous aussi, on a des. Pas complètement, mais en tout cas, on l'a pratiqué en partie. Donc, d'accord. Juste pour revenir sur l'année 2021, toujours, vous avez toujours un seul centre de production, un principal centre de production sur Strasbourg, ou vous avez ouvert aussi d'autres centres de production au courant de l'année 2021? Non. Toujours le même, qu'on renforce, avec plus de qualité, beaucoup de travail sur la qualité, forcément avec les nouveaux canaux de distribution. Aujourd'hui, nous, l'activité avec la perte de volume du Covid fait qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher des nouvelles cuisines. Et ça sera d'ici quelques années, on l'espère, quoi. Ouais. Et dernière question sur 2021, avant de passer sur 2022, tu disais 100% de bio. Vous arrivez à vous approvisionner sur le bio? Est-ce que vous avez aujourd'hui vos filières suivent avec les soubresauts aussi de d'arrêt, démarrage et je sais que ça peut être compliqué. Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, nous, on était assez tôt sur le côté bio, donc on a quand même des gros partenariats avec des fournisseurs et des producteurs avec qui on travaille. Donc, déjà, on a la chance d'avoir
un gros bassin à nous autour de la cuisine à Strasbourg, hein, agricole, bio, tout ça. Et puis donc ça c'est quand même assez des gros producteurs de bio, enfin ou même des petits, mais une multitude, donc ça c'est cool. Donc pas trop de tension autour de ça. Et après on a des coopératives ou des grossistes bio, de Coop Restauration, Keramis, tout ça avec qui on travaille depuis longtemps. Et alors c'est sûr on a subi quelques ruptures produits, mais là c'était mondial, hein, clairement. Ça peut être des fois sur le coco, la crème de coco, des choses comme ça. Et voilà, pendant quelques semaines. Mais bon, on est sur des filières où je trouve qu'on a assez de stabilité. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de trop gros enjeux. Bon, après, on n'est pas non plus sur des gros volumes, hein. On n'est pas la Sodexo, tout ça. Donc, les enjeux sont moins importants. Mais, et je pense que c'est aussi lié au fait qu'on essaie de créer des vrais partenariats avec les fournisseurs et que voilà, ils essaient de bien nous traiter. Et que voilà, et d'avoir aussi, je pense, ça c'est un travail qu'on fait aussi, toujours du backup, quoi. Voilà, quand on a une référence, il faut savoir qu'il faut avoir un ou deux autres producteurs ou fournisseurs qui sont capables de la faire pour que derrière, quand c'est une rupture, on puisse vite bouger, quoi. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. En 2022, du coup, comment on l'aborde dans vos métiers? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on anticipe? Comment tu vois les choses? Pas simple. Alors là, on aurait fait ça il y a 3 semaines, un mois, j'aurais dit ouais, voilà, pas de souci. Non, là, on attend de voir, hein, déjà, parce que voilà, on parle de fermer les discothèques, etc. On sent que les prochains, ça peut être nous. La restauration, moi, j'entends. Clairement. Donc, on va attendre de voir les fêtes. Bon, après, nous, sur la stratégie globale de notre enseigne, ça confirme en fait celle qui est de diversifier les cadeaux. Voilà, de ne pas rester exclusivement sur la restauration. Pour plusieurs raisons, hein. Déjà parce que là, d'ailleurs, je pense que ça vaut je ne suis pas un expert de la collective, mais en tout cas, au moins celle de l'entreprise et la commerciale. Voilà, déjà parce qu'elle est extrêmement concurrentielle, que les différenciateurs entre tous les acteurs sont vraiment en train voilà. Je le dis, nous, on est 100% bio. Il n'y a pas encore beaucoup d'enseignes qui le sont, mais je présume que d'ici quelques mois, années, il y en aura beaucoup plus. J'espère d'ailleurs. Ça sera bon pour la planète et pour nous. Mais voilà, donc le marché est difficile. Et voilà, donc c'est pour ça que nous, on fait ce choix-là. Après, il y en a d'autres qui vont faire d'autres choix, hein, c'est-à-dire de partir, par exemple, sur de la dark kitchen. Voilà, il y a plein, je pense qu'il y a des opportunités. Il faut clairement y aller dessus. Donc, chacun choisit son cheval de bataille. Et puis, voilà, donc nous, ça va être ça. Ça va être de maintenir la diversification et puis de suivre le marché, de s'adapter, quoi, parce que là, on n'a pas le choix, et suivre surtout le contexte sanitaire, parce qu'on pensait encore une fois être sorti de tout ça, là, je parle du Covid en septembre, quoi, franchement, et puis là, ça revient. À chaque fois, c'est marrant, il y a une sorte de déni, à chaque fois, c'est une sorte de surprise. Mais voilà. Donc, nous, 2022, on l'aborde, je dirais, enfin voilà, je sais pas quel est le bon terme, mais ça serait pas serein, ça serait dans l'expectative, quoi. Dans l'expectative, en gardant notre ligne de stratégie et en continuant d'essayer de s'améliorer, bien évidemment, et on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Et la partie crèche, parce qu'effectivement, le collectif, alors nous, on travaille beaucoup avec, comme tu le sais, dans le secteur collectif, il y a effectivement beaucoup de concurrence sur la partie entreprise. Partie crèche, peut-être moins. C'est effectivement un domaine, la petite enfance, les petites écoles sur lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que plus petit site, il y a sans doute une vraie tendance des parents à avoir effectivement des produits sains, produits bio. Il y a sans doute vu de ma fenêtre, peut-être un peu moins de concurrence, il y a sans doute des choses à faire de ce côté-là. Hein. C'est clair. Et là, nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on essaye depuis septembre. Après, il y a quand même des questions qui se posent chez nous, pour être totalement transparent. C'est exactement ce que tu disais. C'est que il y aura, comment dire, c'est des petits sites, parce que les gros sites, en général, ils sont traités par les gros acteurs. Donc c'est des petits sites et donc c'est beaucoup de logistique. Voilà, que ce soit en préparation de commande, que ce soit en livraison, que ce soit ça. Et du coup, est-ce que c'est des activités qui peuvent être rentables ou très rentables, etc. Ça, c'est des choses qu'on est en train de voir. Donc, c'est aussi, en général, quand il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur un secteur, soit que c'est une belle niche, soit que c'est parce qu'en fait, c'est compliqué dessus. Donc, nous, on est en train de voir, la pertinence d'aller dessus et comment y aller aussi, parce que il faut peut-être aussi réinventer des choses, sortir un peu des statu quo pour proposer un service qui n'est pas exactement ce qu'ils attendaient, mais qui, pour le coup, permettra d'apporter une belle réponse à leurs besoins malgré tout. Et ça, c'est des enjeux qu'on se pose. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des liens avec Isis. On en avait parlé il y a pas longtemps ensemble, sur le flux de commandes, le flux de production,
derrière, et par rapport aux besoins clients, par rapport à ce que nous on est capable de faire en production. Il y a des beaux enjeux là-dessus et on est en plein dedans en ce moment. Et c'est vrai que après, on sent que oui, et puis nous, notre raison d'être, c'est changer le monde à coups de fourchette. C'est de faciliter l'accès à une restauration vertueuse. C'est quand même top de dire qu'on va à la base, c'est-à-dire les enfants, quoi. Pour nous, c'est quand même assez stimulant d'attaquer ce secteur, d'aller sur ce marché, quoi. Voilà. Donc, on va essayer, mais c'est vrai que c'est pas gagné non plus. On verra bien. Juste, et puis également peut-être partage de retour d'expérience, parce qu'il peut y avoir débat entre le bio, le durable. Est-ce que le bio est vraiment bon pour la planète par rapport à l'approvisionnement local, le circuit court? Voilà, il peut y avoir plein de débats enflammés sur le sujet. C'est quoi ta vision, toi qui es effectivement dedans depuis longtemps? Ouais, alors ça c'est, il faudrait on pourrait faire juste une conférence là-dessus si tu veux après. Non mais alors déjà pour nous il y a plusieurs bio, hein, ça c'est ce qui est bien connu, il y a la bio et il y a le bio. Donc nous déjà on essaie d'aller sur la bio, c'est-à-dire en gros c'est la bio paysanne, la bio idéalement française, et voilà, voilà paysanne, c'est-à-dire pas des grosses exploitations, pas des fermes de 1000 vaches, etc. Donc il y a bien déjà une différence dans la bio. Ça, c'est clair, net et précis. Et nous, jamais on va acheter du bio espagnol, des oranges ou des tomates espagnoles, et encore moins en hiver. Et même en été, on s'interdit. Donc, voilà, le bio doit être, ou la bio doit être la plus locale possible. Ça, nous, c'est notre approche claire et nette. Et quand elle vient de loin, nous, elle est équitable. Voilà, nos sucres, café, thé, tout ça, dès que c'est exotique, c'est équitable. Puisqu'en général, parce que c'est bio chez nous, mais en plus, c'est souvent des pratiques d'agroécologie, tout ça, agroforesterie. Voilà, donc, clairement, voilà, le bio, je suis d'accord pour dire que c'est pas la réponse absolue. En revanche, il y a quand même un cahier des charges derrière qui fait que ça protège l'environnement, ça favorise la biodiversité. Donc, pour moi, il y a quand même un vrai intérêt à aller dessus. Mais oui, une tomate bio sous serre d'Espagne ou même de France, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ça, on est d'accord. Donc, c'est du bon sens. Nous, on prône le bon sens et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos approvisionnements. Mais il y a quelques années, on mixait les deux et pendant le Covid, on a décidé de passer au 100% bio. Et on ne le regrette pas. Mais voilà, derrière, oui, ça implique de ne pas faire non plus n'importe quoi, ça je le reconnais, quoi. Ouais, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. À ceux qui nous écoutent, vous pouvez poser des questions hein, sur. Voilà, on avait encore 7-8 minutes. Pour cela, il faut créer un compte sur YouTube, c'est gratuit. Hein, si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez créer un compte et poser des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous voulez effectivement en poser à Vincent. Juste sur 2022, après, sauf si c'est stratégique, et voilà, je ne veux pas dévoiler non plus, mais est-ce que aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la région Est? Est-ce que l'ambition, c'est aussi d'aller un peu partout en France, de se développer, peut-être même à l'international, sous forme de franchise? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux encore? C'est compliqué? Ouais. Pour l'instant, nous, on est sur 2 zones. Donc, le Grand Est, qui est, oui, notre zone de prédilection, parce qu'on est né ici. Et sinon, l'Île-de-France, où on a aussi quelques implantations. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est les 2 endroits où on a monté des coopératives. Hein, j'en parlais tout à l'heure. On veut un ancrage territorial, donc on a 2 coopératives régionales, une dans le Grand Est, une en Île-de-France. Et c'est à partir de ces coopératives qu'on développe nos activités. Donc, ça va dépendre des opportunités. Ça, c'est clair. Voilà. On a un plan de développement un peu restaurant. On a aussi des nouveaux concepts, nouveaux projets dans les cartons, mais contemporisés un peu vu le climat. Et puis après, il y a les nouveaux canaux de distribution, comme j'en parlais, où là, on va essayer d'attaquer aussi ces deux secteurs, quoi. C'est déjà largement suffisant, en tout cas pour 2022, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et puis 2022, avec la mise en place de la coopérative, avec un mode de gouvernance sous effectivement forme holocratie, comme tu disais, ça va être un vrai sujet, j'imagine, qui va bien vous occuper en 2022. C'est clair. Bon, l'holacratie, on y est déjà depuis l'été 2020. Hein, donc voilà, on s'est lancé officiellement en janvier 2021, donc ça fera bientôt 1 an. Mais oui, par contre, ça consomme encore de l'énergie, de la ressource, mais ça en a beaucoup, beaucoup consommé au lancement, ça c'est clair. Et d'ailleurs, je le dis toujours, nous, on a profité de le faire pendant le 2e confinement, ça. Parce qu'il n'était pas vraiment un confinement, mais en tout cas, on était au ralenti. Et je ne sais pas comment on aurait fait si on avait été en pleine exploitation. On aurait mis 3 ans, je pense, parce que ça consommait du temps. C'est clair. Oui, bien sûr. Voilà.
Et puis, il faudra l'expliquer aux partenaires pour le coup. Parce que j'imagine que tu disais dans les partenaires, tu peux être des partenaires qui viennent du monde agricole ou de la distribution, ne sont peut-être pas forcément habitués à ce mode de gouvernance. Ouais, Voilà. c'est ça. J'en parle. Non, mais vas-y, pardon. Non, vas-y. J'en parle parce que nous aussi, on a été sur un mode qu'on appelait entreprise libérée à une certaine époque. Et quand on fait rentrer effectivement au capital les partenaires, dans notre cas, c'est plutôt des fonds d'investissement dans notre modèle. C'est pas toujours facile. Il faut expliquer l'intérêt de ces modes de gouvernance dans lesquels je crois beaucoup. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est évident. Ouais. C'est un gros enjeu aussi, ça. Je vois pas de questions dans le chat. On arrive au bout de notre échange. S'il y a des questions. Vous m'entendez? J'ai eu un petit problème de casque. Vous m'entendez? C'est lointain. On t'entend, mais très loin. Oui, j'ai mon. Il n'y a plus de micro, Emmanuel, là. Ton micro est coupé. Voilà, me revoilà. J'ai eu un petit problème de casque. Ah, voilà. Apparemment, donc je disais, s'il y a des questions, mais j'en vois pas dans le commentaire. Donc, je vois pas de questions. Écoutez, si pas de questions, on va pouvoir s'arrêter ici, sauf si Vincent, tu veux rajouter quelque chose, ou si c'est pour toi, tu as pu couvrir. Non, bonne fin d'année à tout le monde. Et puis, bon début d'année 2022. Et bon courage. Merci beaucoup. Bon courage à toi aussi. Et puis, effectivement, pour cette fin d'année, bonne fête de fin d'année. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis, évidemment, tout ça pourra être rediffusé. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations suite à cet échange. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.